Militaire a été pendant près de 25 ans grand reporter au Figaro. Figaro Magazine, il a couvert de nombreux conflits pour son journal et est devenu un spécialiste d'ailleurs des relations internationales. Il s'agit de Jean-Louis Tremblay. Bonjour monsieur. Bonjour Martial. Jean-Louis Tremblay, vous publiez un roman graphique intitulé « Retraite permis ». Et je vous quitte en 2024, grand reporter et baroudeur devant l'éternel. Je vous retrouve en 2025 en automobiliste rageux. C'est un peu ça. Bon, c'est un raccourci journalistique. C'est un raccourci, voilà. Mais c'est stylistique. J'admire cette présentation. Et alors, automobiliste rageux, le terme ? Oh, c'est pas automobiliste rageux, si vous voulez. C'est ce roman graphique. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'édition le terme qu'on colle à un ouvrage illustré où le texte est aussi important que l'image. Une BD, c'est quoi ? Une bande dessinée, c'est Tintin, Astérix, etc. On le voit très bien avec des personnages récurrents. Là, c'est une histoire vécue qui a été illustrée par ma fille Anne. Une jeune femme. Voilà, qui a une vingtaine d'années et qui a un immense talent. En fait, elle m'a dit un jour, papa, elle est illustratrice de métier, donc elle a eu des tas de commandes, des tas de travaux, et elle me dit, j'aimerais m'essayer à la BD, t'as pas un scénario ? Et je lui ressors cette mésaventure autobiographique, qui est mon retraite permis de la fin des années, de vers 2010, voilà, un truc qui m'est arrivé et qui n'est jamais très plaisant, un retraite permis, suite à une histoire. Et là, je ne me justifie pas, je suis... On va en parler, Jean-Louis Tremblay. On va en parler, parce que vous le faites sur un mode humoristique et d'ailleurs totalement burlesque, vous évoquez donc... Burlesque, on va dire. Burlesque, très bien. Okay, le terme vous va, parce que... C'est exactement ça. J'ai vu que vous n'étiez pas heureux sur automobiliste rageux, mais donc la burlesque, ça vous va. Non, burlesque, parce que mieux vaut rire qu'en pleurer. Oui, burlesque, c'est excellent. Très bon adjectif. Vous évoquez un fait divers sérieux, un fait divers alors, qui frappe beaucoup de conducteurs, c'est un retraite permis de plusieurs mois, c'est un soir d'ivresse, oui. Vous êtes contrôlé par les gendarmes, vous êtes donc sanctionné. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire, Jean-Louis Tremblay. Effectivement, et j'en suis bien conscient. D'ailleurs, c'est ce que je mets partout, je suis un anti-héros dans cette histoire. C'est-à-dire que, je reconnais ma faute, bien sûr, il ne faut pas prendre le volant quand on a trop bu, mais quand vous avez trop bu, est-ce que vous êtes encore en état de savoir s'il faut ou pas prendre le volant ? Bon, ça, c'est la première question. Mais peu importe. De toute façon, je reconnais dans tout, ça n'est pas un plaidoyer en faveur de l'alcool au volant, loin de là. C'est simplement suite à cette faute répréhensible, dont j'ai honte du reste, dont j'ai honte socialement, professionnellement, etc. C'est l'histoire de tout le parcours du combattant administratif qu'il faut faire auprès de la bureaucratie pour retrouver ce permis qui parfois a été injustement retiré. Parce que dans mon cas, c'est parfaitement justifié. J'ai, je crois, 0,8 grammes, beaucoup. Voilà, bon, très bien, retraite permis. Mais j'ai rencontré au cours de mon parcours du combattant pour retrouver le permis des gens à qui on l'avait retiré pour un excès de vitesse ou toute autre raison, peu importe, et qui n'arrivaient pas à le retrouver. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Ouais, il y a un petit côté quand même provocateur. On vous retire votre permis parce que vous étiez en état d'ivresse. Bon, vous ressortez et aussi vite pour fêter ça, vous allez boire un coup. Oui, alors d'abord, il faut savoir que je suis lyonnais, donc comme vous le savez, vous connaissez la phrase de Léon Daudet. Lyon est une ville arrosée par 3 fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais, qui n'est jamais limoneux ni à sec. Voilà. Et puis, il faut bien le reconnaître, vous sortez de ça, vous sortez d'une garde à vue, c'est le dégrisement, c'était un week-end de 15 août, il n'y avait personne, pas de magistrat, pas de... Bon, bref. Oui, j'avais un peu soif, c'est vrai. Mais ce n'est pas une justification. Mais c'est sûr, je suis un peu provo. Oui, je suis provo. J'ai eu quand même, j'ai bien vécu. Je suis un peu comme les chats, j'ai eu plusieurs vies. Et c'est vrai que je me fais rattraper par la patrouille de manière, je le répète, totalement justifiée. On n'a pas à prendre le volant quand on est bourré. Mais après, ce qui m'est arrivé après, si vous voulez, c'est de l'ordre de l'infantilisation du citoyen lambda que j'étais devenu finalement. Et c'est ça qui est important parce qu'on peut l'élargir. Là, on parle
de l'alcoolémie au volant, mais on peut l'élargir à des tas de choses. Les ZFE, les zones critères, tout ce qui, au nom de soit votre sécurité, soit de l'environnement, finalement, vous prive de liberté. C'est un peu la société. Est-ce que ce n'est pas l'idée que la France est encore le pays de Rabelais à vos yeux, et puis que d'un seul coup, c'est un État qui infantilise? On est vraiment très loin de Rabelais, là. Oui, c'est un peu ça. Mais moi, je suis né au siècle dernier. Donc, c'est un siècle... Antoine Blondin était encore vivant. Antoine Blondin, Saint-Jean d'Hiver, etc. Il était encore vivant. Moi, je sais que quand je suis rentré dans la presse, à la limite, si vous n'étiez pas alcoolique, vous n'étiez pas pris. Aujourd'hui, c'est un motif de licenciement. Non, mais je plaisante à peine. Non, je ne plaisantais pas. J'ai commencé dans une presse, je peux le dire aujourd'hui, parce que j'ai fait... plus grande partie de ma carrière au Figaro Magazine, mais j'ai commencé par exemple au Choc du Mois ou à Minute. Franchement, le jour du bouclage, les types à jeun, on les cherchait. Vous me l'apprenez. Alors, vous menez par petites touches une réflexion sur le statut d'esclave de l'automobiliste face au léviathan administratif et liberticide qu'est l'État. Et effectivement, vos démarches pour récupérer votre permis, elles sont absolument ubuesques et coûteuses. Et coûteuses, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a deux choses. Avant d'arriver à cet aspect démarche ubuesque, je voudrais préciser une chose. Ce livre n'est pas seulement, aventure personnelle, Jean Tremblay, tout le monde s'en fout. C'est pas ça. C'est au-delà, il y a tout un... si vous voulez, c'est toute l'antique césure entre le pays réel et le pays légal de Charles Maurras, entre les nobles et les gueux, entre la France périphérique et la France de métropole de Christophe Guilly. C'est-à-dire que quand vous êtes à Paris, moi j'ai vécu 10 ans à Paris avec ma famille, on n'avait pas de voiture, pas besoin de voiture. Vous circulez, taxi, Uber, ce que vous voulez, ça n'existait pas à l'époque, mais taxi, métro. Quand vous êtes en province, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de permis. Vous êtes un homme mort. Socialement, économiquement, vous êtes mort. Et c'est la France, si vous voulez, des ronds-points et des gilets jaunes, c'est aussi un cri de colère de cette France-là. Parce que vous êtes dans cette situation. Alors, dans mon cas, j'avais commis une faute, mea culpa, ok, très bien. Mais j'ai rencontré des gens, lorsqu'il m'a fallu retrouver mon permis de conduire dans ce léviathan administratif qui est la bureaucratie française, si vous voulez, là, j'ai rencontré des gens qui avaient fait une faute une fois, et je vais vous expliquer pourquoi la législation est mal faite, c'est que on m'a imposé des visites médicales, entre autres, je suis passé au tribunal correctionnel tout de même, mais visite médicale, on a un marqueur qui s'appelle les gamma-GT. Gamma-GT, vous faites une analyse de sang, vous l'avez peut-être fait, on va vous indiquer, vous avez entre 15 et 45, je crois, pour les hommes, c'est bien. Très bien. D'ailleurs, moi, c'était bien, puisque j'ai retrouvé mon permis. Donc, je n'ai pas eu ce souci, ce qui prouve que je n'étais pas alcoolique. Mais j'ai vu des gens avec moi qui n'étaient pas alcooliques, qui avaient fait un encart une fois. Alors, c'était soit un excès de vitesse, soit, je ne sais pas, je ne vais pas demander, mais en tout cas, à qui on avait retiré le permis, qui repassait devant la commission médicale. Et il se trouve qu'avec cette analyse de gamma-GT, le problème des gamma-GT, c'est un marqueur dit de l'alcoolisme, mais il n'est pas fiable à 100%, dans la mesure où des gens qui, par exemple, sont insuffisants cardiaques ou diabétiques, prennent des médicaments qui font augmenter ce taux. Donc ces pauvres gens qui avaient perdu leur permis ne pourraient jamais le retrouver. Parce qu'ils resteront toujours, ils avaient arrêté de boire depuis certains 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Ils ne retrouvaient pas parce qu'ils prennent des médicaments qui font augmenter ce taux. Donc vous voyez l'absurdité du système. Est-ce que vous diriez, comme certains, qu'il y a des idéologues anti-voiture qui sont en train de nous faire passer d'une société de liberté à une société de l'autorisation, puis ensuite de l'interdiction? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment cela de planifié? Complètement. Là, vous êtes en plein dans mon discours. En vérité, ceci est une fable écrite avec du vin, certes, mais c'est une fable. Mais en vérité, on peut étendre tout le problème que j'ai eu avec la bureaucratie, ou avec l'État, plus exactement, on peut l'étendre à tous les domaines. Alors, comme vous le dites très bien, effectivement, nous avons une société qui est de plus en plus liberticide. Si vous regardez aujourd'hui, elle est d'autant plus liberticide que les normes ne sont pas seulement décidées à Paris, mais maintenant à Bruxelles. Donc, vous avez deux couches de normes et de règles, que ces gens ont une vision. En fait,
vous avez des lois qui sont faites à Paris par des gens qui ne connaissent pas la province, donc le pays réel, la France des gueux. Et ces gens-là vous disent, bah oui, zone de faible émission, mais zone de faible émission, pour nous en province, ça veut dire zone de forte exclusion. Parce que les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter la nouvelle voiture électrique, ceci, le critère, je ne sais quoi, etc., ils sont morts, on les tue. Comme on tue d'ailleurs, voilà. Et donc c'est une violence qu'on tue. Mais on peut l'étendre à bien d'autres domaines. Si vous voulez, moi j'estime que nous sommes, depuis bien longtemps, dans une américanisation totale de la société. Je vais prendre 2 petits exemples. Le premier exemple, qui est dû évidemment à MeToo et à ses conséquences. Avec MeToo et ses conséquences, le féminisme exacerbé et les règlements de compte, on est dans une société où, aujourd'hui, moi je le dis franchement, à la fin, au Figaro, je ne prenais plus l'ascenseur avec une jeune femme. Comme aux États-Unis, les gens ne le font plus. On ne sait pas qu'est-ce qui passe par la tête, il m'a agressé, etc. Je ne sais pas, je ne le faisais pas. Vous imaginez le puritanisme délirant qui imprègne la société. Ça, c'est le premier truc. Et après, on accuse n'importe qui. Gérard Depardieu, dans les années 70, on le trouvait génial. Aujourd'hui, c'est un monstre. Bon, voilà. Mais Gérard Depardieu, j'aurais vécu comme un Gaulois, quoi. C'est un mec rabelaisien, comme vous le disiez tout à l'heure, rabelaisien. Je prends un deuxième exemple. Ça, c'est au nom donc de l'égalité homme-femme, du respect, etc. Ça, ce dont j'ai parlé. Deuxième exemple. Là, c'est pour votre santé. La loi sur l'alcool, c'est pour votre santé et pour la santé des autres, effectivement, pas tuer quelqu'un. D'accord. Mais je prends un autre exemple, encore plus délirant. Les Khmers verts. Les Khmers verts, ce sont pour moi les écologistes punitifs, hein, les Pol Pot de l'environnement. Donc ces gens qui dirigent aujourd'hui 80% des grandes villes de France, on va le dire, hein, de Bordeaux à Paris en passant par Lyon, qui édictent tous les jours de nouvelles règles, comme le compost en ville, hein, qui est un repère pour les rats et autres rongeurs. Ces gens-là vous édictent des règles. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, j'habite dans la banlieue de Lyon. Enfin, banlieue. C'est pas la banlieue, c'est plutôt une zone assez sympathique, semi-rurale, au pied des monts du Lyonnais. Il y a 15 ans, c'était d'une propreté intégrale, admirable, magnifique, tout vert. Bon, les écologistes sont arrivés au pouvoir. Communauté urbaine de Lyon, édicté des lois, ceci, cela, notamment sur les déchetteries. Ils ont dit dans un premier temps, monsieur, vous avez des arbres dans votre jardin? Bah oui. Vous avez des feuilles? Ben oui, à l'automne, cher ami. D'accord. Eh bien, ces feuilles, il faut les évacuer parce que quand elles vont sécher, ce sera un potentiel foyer d'incendie. Très bien. Je les mets où? À la déchetterie. Très bien. Je vais à la déchetterie. La déchetterie me dit, ah non, on ne prend plus les feuilles. On prend les branches, déchets verts, branches, mais pas les feuilles. Très bien. Donc, je dis, tiens, je vais les brûler. Ah non, c'est interdit. Vous voyez, vous me suivez ou pas? Vous voyez le parcours? Ça me fait penser à... vous avez vu sans doute, parce que vous êtes de ma génération, sans vous offenser, mon cher Martial, vous avez vu les 12 travaux d'Astérix. Il y a, dans l'un des 12 travaux, c'est le culte, hein, c'est le cultissime, c'est le formulaire A38 dans la maison qui rend fou. Donc Astérix et Obélix sont dans ce qui est une allégorie de notre bureaucratie, ils sont chargés d'obtenir le formulaire A38. Mais ce formulaire A38, pour l'obtenir, il faut passer dans tous les bureaux d'un labyrinthe courtelinesque, et à chaque fois, on dit « Ah ben non, ça on va l'avoir. Alors oui, on va mettre le tampon. Allez après au bureau, machin, etc., pour arriver au A38. » En vérité, pourquoi la maison qui rend fou? Puisque personne, c'est pour ça qu'on... C'est l'un des 12 travaux d'Astérix, comme les 12 travaux d'Hercule, n'est-ce pas? Mais en fait, tout le monde devient fou. Personne... Alors, Astérix utilise un subterfuge qui lui permet de l'avoir, mais en fait, c'est ça. Donc, vous voyez, par exemple, la conséquence, c'est quoi pour, par exemple, la déchetterie dont je parlais tout à l'heure? C'est que je revois un spectacle que je n'avais jamais vu depuis, je pense, 20 ans. Quand on était gosse, je me souviens, les 70-80, il y en avait partout. C'était des décharges à ciel ouvert. Décharges sauvages.
Les gens mettaient leur frigo, leurs trucs, etc. Parce que, voilà. À l'époque, il n'y avait pas de déchetterie du reste. Et ça a disparu, fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, je vois leur résurrection. Je vois des décharges sauvages autour de chez moi qui n'existaient pas il y a 5 ans. Jean-Louis Tremblay, est-ce que vous n'êtes pas intéressé aussi au fait que vous dénoncez le sort que vous a été réservé dans cet ouvrage Retraite permis? Et moi, je suis très surpris de voir qu'il y a de plus en plus de restrictions des libertés. Elles sont de plus en plus sérieuses, notamment sur la question de l'automobile. Et c'est vraiment souvent sans réaction des intéressés, voire même avec leur accord tacite. Si vous voulez, c'est le chef-d'œuvre de la Boétie, de la servitude volontaire. C'est de la servitude volontaire. C'est-à-dire que, finalement, c'est pas l'État qui est fort et nous qui sommes faibles. C'est que nous sommes faibles. On accepte une restriction après une autre, etc., dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'il y a un bombardement réglementaire. Donc, c'est très difficile de résister. Et puis, vous devez survivre. Et puis, vous devez aller chercher vos enfants à l'école. Et puis, etc., et payer vos impôts. Parce que sinon, ça tombe sur vous. Parce que, si vous voulez, le principe d'un système comme le nôtre, ce que j'appelle la soft démocratie, c'est-à-dire la meilleure des tyrannies, c'est que le citoyen est content de son sort parce qu'on l'a persuadé que c'était la liberté. Donc il est content, il accepte. La dictature, finalement, c'était sympa. Pourquoi ? Parce que le type qui est sous une dictature, lui, il est contre, il combat, soit il est résistant, soit il ferme sa gueule. Mais de toute façon, voilà. Là, c'est ça, on est dans Orwell 1984, c'est-à-dire que le citoyen est tout content qu'on lui impose des normes et des règles parce qu'il est content et des lois. Ah, mais l'État le fait pour nous. Regardez la campagne vaccinale. Mais l'État fait ça pour nous, pour notre santé publique. En vérité, c'est quoi ? C'est avoir des QR codes et nous fliquer toujours un peu plus. Et tout est comme ça. Et je peux même aller sur un autre, mais ça, c'est un débat en soi. La législation sur les armes en France est complètement délirante. Chaque fait divers, un chasseur un peu bourré le dimanche après-midi qui tue un randonneur. Ok, très bien, c'est dommageable, je le sais bien. Enfin, le risque zéro n'existe pas. Et encore une fois, c'est pas l'éloge. Je dis bourré, mais il peut ne pas être bourré. Simplement, il a des problèmes de vue. Bon, il a tiré sur quelqu'un. Ok, on profite de ce fait divers. On renvoie le truc en commission parlementaire. Les mecs nous pondent un autre truc et on renforce les catégories de détention d'armes, etc. Alors qu'aujourd'hui, les morts, ceux qui meurent par les armes, ceux qui détiennent des armes qui tuent, vraiment qui tuent, on le sait très bien à Marseille ou ailleurs, sont des gens qui de toute façon vont pas aller réclamer un permis de détention ou de déclaration d'armes. Ils passent par le marché noir. C'est ce que je veux dire. Donc je vois bien. On tue le citoyen honnête, intègre et solvable. Dans la présentation du livre, en dernière couverture, il y a un propos qui me laisse un peu pantois, je vous le dis, et je voulais en parler avec vous. Tout au long de l'ouvrage, vous vous revendiquez comme un bon vivant, préférant la dive bouteille, et c'est très bien ainsi. Et puis, il est écrit d'un seul coup, plutôt honteux de ces frasques vineuses, il cherche, donc vous, à cacher sa déchéance. Et je me suis dit, déchéance, c'est un terme absolument incongru. Alors, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, il y a le côté rabelaisien, bon vivant, voilà, nous sommes en France, etc. Bon, que j'assume intégralement. La partie déchéance, c'est la déchéance sociale, c'est-à-dire ce que ça représente quand, par exemple, vous ne pouvez pas aller chercher vos enfants à l'école ou au club sportif. C'est expliquer au père du meilleur ami de votre fils ou de votre fille, je ne peux pas aller les chercher à l'anniversaire. Le type vous dit pourquoi. Ça, c'est très marrant. Si vous lui dites j'ai plus de permis, il dit forcément pour quelle raison. Vous dites j'ai été gaulé à 200 km/h. Ça va aller, à la limite, vous êtes presque un héros. Si vous lui dites j'ai été gaulé à 2 grammes, là. Vous êtes un salaud. Vous êtes un salaud. Voilà, héros, salaud, voilà, c'est exactement. Vous avez très bien résumé. En plus, c'est une rime. Elle n'est pas riche, mais c'est une rime. Oui, je fais des efforts. Ah, bravo. Je vous en remercie. Retraite permis, est-ce que ce n'est pas, tenez, puisque vous me cherchez, est-ce que c'est pas le révélateur d'un homme, cet ouvrage, qui s'enfonce dans son train-train lyonnais, aussi familialement sympa soit-il, mais à qui manquent les reportages, les zones de guerre? C'était votre vie pendant des décennies. Alors, il y a un peu de ça, effectivement. Il y a le transfert de Paris en province, qui n'est pas toujours facile. Il y a le fait que
J'ai vécu pendant, bien au moins 2 décennies sous adrénaline, donc dans des zones de guerre notamment, de par mon métier de grand reporter au Figaro Magazine. Et c'est vrai que quand vous revenez, je sais pas moi, actuellement on va dire la bande de Gaza, mais ça peut être de Somalie ou du Congo. Vous revenez, vous retrouvez dans un truc, il faut vous réhabituer au train-train quotidien, à la normalité, à finalement, on vous demande d'un côté de faire quelque chose d'extraordinaire, et puis après de revenir ultra-ordinaire. Alors, il est évident, et c'est souvent le cas, en tout cas, mais je prépare un livre sur ce sujet, donc j'en reparlerai ultérieurement, et j'espère que vous m'inviterez, mon cher ami, sur le reportage de guerre. C'est un exercice qui est assez difficile. Ça paraît très très sympathique comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus complexe. Et chacun a une façon de gérer son rapport au conflit ou à certaines choses. Bien souvent, ça se soigne par des addictions. Alors, pour certains, moi je suis éminemment gaulois, donc ce sera non pas la cervoise, mais en tout cas le pinard, puisque j'accepte l'héritage chrétien de nos moines. Mais pour d'autres, ça peut être des cachets, le shit, voire plus. C'est très difficile, si vous voulez, de passer d'une zone où les gens se foutent sur la gueule consciencieusement et s'entretuent, et vous revenez dans un pays qui est finalement tranquille, où on vous parle du problème de... C'est quoi le problème? C'est le problème de la déchetterie, du bac, du tri, poubelle grise, poubelle jaune, etc. Et donc vous vous remettez dans le truc. Alors vous le faites, hein, je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais ça peut créer un petit dérèglement, sauf chez surhomme, mais je ne suis pas un surhomme. Et tous les reportages que vous avez faits tout au long de votre carrière, quels sont ceux qui sont restés marqués dans votre esprit? Vous en citez un ou deux dans l'ouvrage, par exemple l'Afrique du Sud, mais pour des raisons, là encore, plutôt comiques, burlesques, pardon. Quel est, si j'avais à vous demander vraiment les 2 zones sur lesquelles vous êtes allé, ou une zone sur laquelle vous êtes allé, qui a marqué véritablement votre esprit ou votre métier, votre intellect? C'était pas prévu. Hein. Non, c'est pas prévu. J'en dirais 2 chronologiquement. Alors, la première, c'est probablement le Congo. Le Congo qui est quand même le plus vaste charnier de la planète et dont personne ne parle, parce que, probablement, peut-être parce que les gens, y compris et surtout les médias mainstream et politiquement corrects, en vérité, un profond mépris pour l'Afrique, on n'en parle pas. C'est un génocide permanent depuis des années, depuis la guerre du Rwanda. Ça continue. Là, pourquoi? Parce que j'ai vécu une aventure un peu spéciale où je suis tombé dans une embuscade avec des enfants soldats. Bon, et là où vous voyez votre dernière heure. Donc là, c'est très très spécial. Ça m'a marqué à titre personnel. Moi, j'ai connu des gens qui ont perdu leurs cheveux du jour au lendemain. Hein. Je connais un photographe. Il a été pris pendant les guerres d'ex-Yougoslavie à un checkpoint par des tchétniks serbes. Simulacre d'exécution. Bon, entre le moment où ça se passe, c'était qu'un simulacre, heureusement, mais il a pensé qu'il y passait. Du jour au lendemain, il a les cheveux noirs, il est devenu blanc. Voilà, donc ça, c'est des choses. Ça m'a marqué à titre personnel. Après, à titre beaucoup plus... je dirais, si on élargit les choses, il y a vraiment cette guerre qui m'a marqué. Enfin, moi, j'y suis allé au tout début, 2014-2015 en Ukraine. Et c'est pour ça, je reviens à l'actualité. Je me suis dit, je ne reviendrai plus. Je vois cette guerre que j'ai intitulée d'ailleurs Voyage en absurdie, le reportage. Je passais des 2 côtés. À l'époque, c'était encore possible. Et Ukrainien. Aujourd'hui, c'est impossible. Et Ukrainien et Russe, parce que aujourd'hui, si vous passez côté Russe, et vice-versa, parce que là aussi, ça a changé le métier. Pour ça aussi que j'ai arrêté. Guerre absurde, guerre fratricide, même religion, même langue, même race. Je ne comprends pas. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce que d'un côté, des oligarques ukrainiens qui voulaient cela, de l'autre côté, moi, ce que j'ai constaté, en tout cas de mon point de vue, c'est que du côté des républiques séparatistes pro-russes, la population était
à la fois russophone et russophile. Bon, mais ça, je l'ai écrit une dernière fois en 2015. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus l'écrire. Et quand vous regardez aujourd'hui l'actualité, c'est ma dernière question, quand vous regardez ces bouleversements politiques que nous vivons, une Russie poussée dans les bras de la Chine pendant plus de 10 ans, puis d'un seul coup des États-Unis qui cherchent à rompre ce rapprochement entre la Russie et l'Ukraine pour remettre la Russie dans son jeu, comment vous regardez cela? Vous dites c'est toujours le même voyage en absurdie ou... Alors, la petite différence, si vous voulez, c'est la touche de Donald. La touche de Donald Trump, dont je ne suis pas un fan. Je veux dire, franchement, moi, c'est moi, le milliardaire enrichi et sa vision du monde, c'est vraiment... Je suis fondamentalement aux antipodes de tout cela. Néanmoins, je trouve que le personnage est intéressant dans la mesure où il met un coup de pied dans la fourmilière. Et je prendrai le seul exemple de la conférence de presse avec Zelensky, c'était un régal, parce que finalement, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Je ne vais pas reprendre le slogan de quelqu'un de très connu, et que vous avez bien connu également. Mais en tout état de cause, c'est vrai. Je veux dire, voilà, il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 3 ans qu'on vous soutient. Vous en êtes où? Et si on regarde une carte, c'est très intéressant les cartes. La carte de 2022 et la carte de 2025, eh bien, vous prenez les positions pro-russes et les positions pro-ukrainiennes. Les gains qui ont été effectués d'un côté ou de l'autre, c'est de 5 km, c'est du niveau 1914-1918, avec les mêmes... Parce qu'on n'en parle jamais, c'est un tabou, vous le noterez. Les pertes subies. Les pertes subies, c'est un tabou. J'ai fait un article dans le Figaro Magazine à l'époque, avec les sources dont je disposais, parce que des deux côtés, comme c'est héritage soviétique oblige, parce que l'armée ukrainienne, il ne faut pas rêver, a été formée par la mer Rouge. C'est tout. Après, il y a eu l'indépendance et la chute du mur, très bien, mais c'est les mêmes. Côté russe, bon... Pareil, c'est soviète. Et des deux côtés, on ne communique pas les chiffres. Si vous les croyez, je crois que les côtés russes, si vous les écoutez, il y a 6300 morts. Bon. En vérité, il y a actuellement, si on recoupe, chiffres ONG, état civil, etc., enterrement, registre, ce que vous voulez, 1 million de victimes. Quand je dis victimes, c'est-à-dire blessés et tués. 1 million, mais c'est énorme. C'est des chiffres dignes de 14-18. Pour des gains territoriaux, je rappelle, peut-être de 500 mètres, maximum 5 km. Rien n'a changé. Et la seule, faire une bonne nouvelle, je dirais pas bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si ça c'est une bonne nouvelle pour nous, Européens. Mais en tout cas, le fait que Trump dise, bon ben maintenant, les chèques en blanc, j'arrête de les signer, terminé, vous avez fait quoi Zelensky? Bon, je veux bien, mais pour renoncer aux dettes, je prends vos terres rares, etc. Ça m'amuse, mais moi je vois ça de manière très très distanciée et non pas, je suis pas un acteur politique, vous comprenez, ça m'amuse, voilà. Mais ça m'amuse, parfois je ris jaune, mais ça m'amuse. Bon, tout n'a pas été amusant, notamment ce retrait de permis. J'invite les téléspectateurs à découvrir ce roman graphique et qui est en vente sur le site de tvl.fr dans la boutique de TV Liberté. Vous connaissez le chemin. Merci à vous Jean-Louis Tremblay. Merci Martial.